face. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. C'était Priorité Santé avec Sono Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de votre voyage. Autour de la question, Caroline Lachowski. Pourquoi penser avec et dans la langue de l'autre? Éloge du décentrement, de l'ouverture et de l'hospitalité de la traduction par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, une des voix les plus inspirantes de notre temps, qui sera le premier professeur du nouveau programme Sud de l'ENS. Autour de la question, avec Caroline Lachowski. Demain, à 14h10 TU, sur RFI. Festival international Nuit d'Afrique, le rendez-vous des musiques du monde au Canada, vous invite à cette 36e édition du 12 au 24 juillet. Pendant 13 jours, à Montréal, plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine vous feront danser en salle et en plein air. Un programme riche et fédérateur avec plus de 150 concerts et activités. Informations et billetterie sur festivalnuitdafrique.com en partenariat avec RFI et France 24. Merci d'écouter RFI, il est 18h en temps universel, 20h à Paris. RFI Soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans RFI Soir, une demi-heure d'actualité internationale avec d'abord votre journal Stéphane Geneste. Bonsoir. Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous. Et on a eu la motion de censure initiée par les députés de la NUP rejetée à l'Assemblée nationale. 146 voix seulement ont voté pour, ce n'est pas assez. Au Palais Bourbon, où il a aussi été question de l'enquête Uber Files, un travail journalistique où il est question de lien entre des responsables politiques et Uber, l'opposition française qui demande des explications à Emmanuel Macron sur sa lien avec l'entreprise. Dans ce journal, on fera aussi un point sur la situation au Sri Lanka et ce cap fixé par les autorités. Le nouveau président sera élu le 20 juillet prochain. On répondra aussi à cette question. Joe Biden est-il trop vieux pour se représenter en 2024? Le président américain qui fait gaffe sur gaffe. Et puis vous retrouvez le duo sénégalais Fou Malade et Niagas, les deux rappeurs qui présentent en France leur dernier album. Et puis l'intégralité du peloton du Tour de France testé négatif au Covid-19. Soulagement pour cette journée de repos avant la haute montagne. Et demain, on en parle juste après ce journal dans une dizaine de minutes. Radio France Internationale. Et vous connaissez sûrement Uber pour réserver un véhicule avec chauffeur, Uber Eats pour se faire livrer un repas ou encore Uber Pop pour louer un vélo. Et maintenant, ce sont les Uber Files qui font l'actualité, Stéphane. Ce n'est pas une filiale du géant américain des applications mobiles, c'est tout autre chose, puisqu'il s'agit de centaines de milliers de documents publiés par le Guardian et le consortium international des journalistes d'investigation. Des pièces qui démontrent les relations plus qu'étroites entre des responsables politiques du monde entier et des figures de l'entreprise Uber, avec un objectif apparemment clair, prendre des décisions en faveur d'Uber précisément. Et la France est concernée avec la présence d'Emmanuel Macron dans cette enquête. L'actuel président de la République, anciennement ministre de l'économie, y est en bonne place, ce qui a animé, électrifié l'Assemblée nationale tout à l'heure. L'opposition demande justement l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur ces révélations. Et pour la majorité, cette affaire Uber Files, ce n'est pas un sujet. Écoutez la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger. Il n'y a pas d'affaire Uber, il y a tout simplement l'implantation dans notre pays d'une entreprise qui a permis de changer la nature du système, qui était un système de monopole à l'époque, qui a permis aussi la création de milliers d'emplois dans notre pays. Donc je crois que heureusement que les ministres de l'économie, les ministres de l'industrie peuvent recevoir des chefs d'entreprise et peuvent faire en sorte qu'ils s'implantent dans notre pays et qu'on ait un record d'investissement international. Je vois ni affaire, ni scandale, ni liste. Je vois juste un ministre dans son rôle de faire en sorte, encore une fois, de faciliter la création d'emplois sur notre territoire. Des propos recueillis par Pierre-Olivier à l'Assemblée nationale. Et parmi les révélations sur ces pratiques du géant des VTC, une arme anti-perquisition. Ouais, ça s'appelle le kill switch. Il s'agit simplement d'un blocage d'urgence des données de l'entreprise afin d'éviter que la police n'ait accès à ces informations en cas de visite impromptue lors le mail.
des écrans d'ordinateur noirs, éteints et plus aucun accès au système informatique. Le kill switch, c'est un coupe-circuit et c'est une fonctionnalité de sécurité utilisée stratégiquement par la société américaine pour déconnecter ses appareils numériques des serveurs. L'intérêt, empêcher les enquêteurs d'avoir accès aux données de l'entreprise lors des perquisitions. En 2014, la jeune start-up est visée par de nombreuses procédures judiciaires et administratives dans les pays européens où elle essaye de s'implanter. Les visites de la police se multiplient. Dans les bureaux parisiens, un manuel anti-virus a même été partagé avec les équipes. À l'intérieur, des conseils, utiliser plutôt des stockages à distance pour les dossiers importants ou bien utiliser ces raccourcis clavier pour verrouiller rapidement sa session. Jusqu'en 2015, le kill switch a été utilisé par Uber en France et dans 7 autres pays à 13 reprises à distance sur ordre de la hiérarchie pour contrecarrer les actions réglementaires. Pour sa défense, Travis Kalanick, l'ancien directeur au moment des faits, a justifié que les dispositifs numériques utilisés par l'entreprise n'étaient conçus que pour protéger les données, une chose remise en cause aujourd'hui par les Uber Files. Explication signée Laure Lemay pour RFI. En bref, la suite de l'actualité politique en France, et notamment cette motion de censure contre le gouvernement déposée par les députés de l'Alliance de la gauche. Elle a été rejetée. Seulement 146 parlementaires l'ont approuvée. Il en fallait 289 pour que le texte soit accepté. RFI Soir, la suite de votre journal Stéphane Genest. Il est 23h34 à Colombo. Avec cette date annoncée, l'élection du prochain président a été fixée au 20 juillet. Annonce du président du Parlement après une réunion avec les chefs des partis. Mais en attendant, la démission effective du président Gotabaya Rajapaksa, prévu mercredi prochain, le mouvement de protestation se poursuit dans la capitale. Les manifestants qui occupent la résidence du président et du Premier ministre qui ont prévenu qu'ils n'abandonneraient pas leur lutte avant une démission effective du chef de l'État et l'élection d'un gouvernement provisoire. Bonsoir Liliana Tomic. Bonsoir Stéphane. Mais il existe encore, il subsiste une inconnue, on ne sait pas où est le président. Et oui, après un week-end historique et la fuite du palais présidentiel de Gotabaya Rajapaksa, chassé par une révolte populaire, c'est une semaine décisive qui attend les partis politiques sri-lankais qui doivent tenter de trouver une issue rapide à la crise politique et économique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Rajapaksa s'est engagé à démissionner, vous l'avez dit, mercredi prochain. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe quittera également ses fonctions après la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Après des heures de pourparlers, le président du Parlement a annoncé ce lundi le dépôt au Parlement des candidatures pour la présidentielle le 19 juillet, tandis que le 20, le Parlement procédera au vote du nouveau président. En attendant, les rumeurs vont bon train sur l'endroit où se serait réfugié le président. Certains évoquent des destinations comme Dubaï ou Singapour, d'autres parlent encore d'une base aérienne proche de l'aéroport international. En attendant, des centaines de curieux ont continué ce lundi d'affluer au palais présidentiel pour le visiter. Liliana Tomic pour RFI, merci beaucoup. On en vient maintenant à ces images et ces interrogations, images que vous avez peut-être vues. Joe Biden qui s'exprime rivé sur son compteur, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque le président américain a relu des phrases qui étaient en fait de simples indications. Ce qui suscite, vous l'avez dit, Clémentine, pas mal d'interrogations, et celle-ci revient beaucoup. Joe Biden est-il trop vieux pour se représenter en 2024? Réponse de Marie Normand. Le président perd beaucoup de soutien, résume le New York Times. Selon ce sondage réalisé par le Siena College, ils ne sont que 26% à souhaiter que le parti choisisse à nouveau Joe Biden pour la prochaine campagne. En tête de liste des préoccupations, son âge, 80 ans en novembre, 86 donc à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Ce week-end déjà, des conseillers démocrates confiaient au journal de la côte Est que le président était toujours alerte. Les appels tard dans la nuit savaient relever le point faible de la page 14 d'un mémo, mais qu'il butait plus souvent sur des mots, traînait le pas, bref, qu'il semblait âgé. Son équipe aménage déjà son emploi du temps, plutôt qu'une éprouvante tournée de 10 jours, 2 déplacements séparés par un temps de repos, même si officiellement des raisons politiques et diplomatiques sont avancées. Tout parti confondu, Joe Biden ne récolte plus que 33% d'opinions favorables selon ce même sondage. Plus des 3/4 des personnes interrogées considèrent que les États-Unis vont dans la mauvaise direction. Un pessimisme omniprésent qui touche tous les coins du pays, écrit le New York Times, toutes les tranches d'âge, tous les gros ratios, les villes, les zones rurales et les 2 partis politiques. Explication de Marie Normand. On poursuit notre journée spéciale consacrée à la biodiversité avec ce rapport approuvé par un groupe d'experts sur le sujet. 139 États qui sont d'accord avec ce document de l'IPBES,
un texte qui préconise des changements dans les manières de prendre des décisions en prenant compte des populations locales, des peuples autochtones, des minorités, et tout cela en pensant au long terme. Et bien évidemment cette question, est-ce que c'est réaliste dans le monde actuel? Réponse d'Anne Larigauderie, la secrétaire exécutive de l'IBES, ce groupe d'experts sur la biodiversité. Nous croyons vraiment que la fourniture d'informations scientifiques va pouvoir conduire à une meilleure information de la population, d'un certain nombre d'acteurs de la société. Ces thématiques sont en train de prendre de l'importance, que peut-être aussi en raison de la crise du Covid, qui a permis un petit peu une réflexion collective au niveau global sur la manière dont les êtres humains sont liés à la nature, qui leur a beaucoup manqué. J'ai l'impression qu'il y a une évolution de cette relation, une meilleure prise de conscience de ce que les différentes valeurs de la nature signifient pour nous. Donc oui, j'ai l'espoir que, comme toujours, ce sont les citoyens qui vont peser sur la prise de décision et exiger que les valeurs qui sont plus profondes, qui sont plus immatérielles, arrivent à prendre davantage d'importance. Je pense que il y a un mouvement de fond dans notre société et que ce sont des valeurs qui véritablement sont en train de progresser. Anne Larigauderie, la secrétaire exécutive de l'IBES, le groupe d'experts sur la biodiversité, elle répondait aux questions de Jeanne Richard. Et on termine ce journal en musique avec des figures du rap sénégalais. Fou Malade et Niagas, ils se sont réunis en 2018, ils ont produit d'ailleurs un album en commun. Et pour la première fois, ils viennent de présenter en France avec leur participation à plusieurs concerts à l'occasion du festival Bourges Bleu. Et Victor Mitistrano a rencontré ces légendes de la musique sénégalaise, musique. Le disque s'appelle Ousseynou Ak Hassan, cela signifie frère jumeau en Wolof. Fou Malade et Niagas disent être devenus des frères de sang après avoir été des frères de son. Il faut dire que leur ressemblance physique est frappante. On nous a toujours confondus. Sa maman me confondait avec moi et ma mère m'a confondu avec nous. Donc on s'est dit, mieux vaut faire un album, puis c'est une passade. Un album comme toujours engagé, les deux compères conseillent les jeunes, parlent d'agriculture, d'immigration, de corruption. Il y a aussi ce single, T'es fait. Je veux voir la plage, chante Fou Malade et Niagas pour s'opposer au barrage du littoral de Dakar. Le littoral est un bien commun. Il ne faut pas le dilapider comme vous le voulez. Il ne faut pas qu'une oligarchie s'en accapare. L'accès aujourd'hui à la plage est très très difficile. C'est devenu une affaire de personnes qui ont des moyens. Si les morceaux sont engagés, il n'en reste pas moins mélodieux, loin du rap hardcore. La mélodie n'empêche pas l'expression de la colère. On peut dire notre colère dans la joie. Parce que nous avons très tôt refusé le hardcore. Le hardcore pour nous, c'était un concept du rap américain. Clavier, guitare, batterie, c'est tout un groupe qui accompagne Fou Malade et Niagas sur scène pour représenter le rap sénégalais. Le reportage en musique, s'il vous plaît, de Victor Mitistrano, d'1h12 ici à Paris, et la fiction, ça continue. 18h12 à Paris, et la fiction à la suite, avec vous, Clémentine Pavlovski. Et c'était le journal de Stéphane Jeunesse. Les sports, avec vous, Sophie Lamaison, bonsoir. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Et à la une du football, suite des phases de poule de l'Euro féminin, duel au sommet, le bon pas, l'Angleterre défie la Norvège. D'un côté Clémentine, les Norvégiennes portées par leur attaquante Ada Hegerberg, ballon d'or en 2018, de l'autre l'Angleterre qui évolue à domicile. Les deux équipes ont remporté leur premier match, une victoire assurerait quasiment la première place du groupe. La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman compte sur la détermination de ses joueuses pour l'emporter. We know what we want. We want to play our best game. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons livrer notre meilleur jeu, divertir bien sûr et gagner des matchs. L'objectif, c'est de développer notre style et donner le maximum. Les Norvégiennes sont fortes, elles ont une bonne équipe. Ada Hegerberg est de retour avec la sélection. C'est une bonne nouvelle pour la Norvège. Avoir une personnalité et une joueuse comme elle sur le terrain, c'est une très bonne chose pour le football féminin. Mais nous savons aussi qu'elles ont quelques faiblesses et nous allons essayer de les exploiter. Weaknesses, and we're trying to hope to exploit them. Et dans notre match de ce groupe A, l'Autriche s'est imposée face à l'Irlande.
l'Irlande du Nord 2-0. En football toujours, l'international français Paul Pogba signe son retour à la Juventus Turin. C'est ce qu'on appelle le Pogba, le retour de Paul Pogba en Italie, 6 ans après avoir quitté la vieille dame. Signature jusqu'en 2026. L'international français retrouve le club qu'il a fait découvrir aux yeux du monde. Manchester United avait alors déboursé plus de 100 millions d'euros pour s'attacher ses services en 2016. Dans le reste de l'actualité, Sofiane, du cyclisme, jour de repos sur le Tour de France, les coureurs peuvent souffler au fond près. Oui, presque, parce que la température va grimper près de 40 degrés prévus dans certaines régions, alors que les montagnes alpestres se dresseront face aux coureurs du peloton. Comment les équipes se préparent-elles pour éviter le coup de chaud? La réponse de Marc Madio, manager de l'équipe Groupama FDJ. On va faire court, on va s'organiser, on va essayer plus que de coutume de nos coureurs pendant l'étape, et puis on va faire comme tout le monde, on va espérer que ça se passe bien, vous savez, personne n'est à l'abri au moment difficile dans ces conditions de course. Après, on a aussi vu sur la Tour d'Occitanie que le préfet avait pris la décision d'arrêter la course ou de la diminuer, donc on ne sait pas ce qui peut se passer non plus à ce niveau-là. Il en va quand même de la santé de chacune des personnes présentes sur le tour, que ce soit coureur ou suiveur. Donc si on arrive à des extrêmes d'extrêmes, il faudrait observer la mesure de sécurité, mais on n'en est pas encore là. Marc Madio au micro de Thomas de Saint-Léger. 10e étape demain, 148 km entre Morzine et Mégève. Et enfin en tennis, Novak Djokovic, grand vainqueur de Wimbledon, dégringole au classement ATP. Troisième mondial au moment de soulever le trophée hier après-midi sur le cours central de Wimbledon. Novak Djokovic chute ce lundi à la 7e place mondiale. La raison, le tournoi londonien ayant exclu les joueurs russes et biélorusses. L'ATP a décidé de ne pas y distribuer de points pour le classement mondial. Le Serbe, vainqueur en 2021, perd donc les 2000 points attribués au vainqueur. Et c'était Sofiane Amazian pour le Journal des Sports et place tout de suite à notre rendez-vous de la rédaction. RFI Soir. Clémentine Pavlovski. Notre rendez-vous de la rédaction avec